Un incendie d'une ampleur inédite depuis plus d'un demi-siècle en Gironde. Un monstre imprévisible dévore tout sur son passage. Ce brasier géant a déjà parcouru 42 000 hectares, l'équivalent de 4 fois la superficie de Paris. Ce feu est aux portes de Bordeaux, à 15 km seulement de l'agglomération bordelaise. On retrouve en direct l'un de nos envoyés spéciaux, Wilfried De Villers. Bonjour Wilfried. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Cette nuit, la situation est restée stable, a indiqué la préfecture de la Gironde ce matin. À la mi-journée, quelle est la situation sur place ? Eh bien, elle est similaire pour l'instant. Le vent ne s'est pas encore levé. C'est avec les flammes et la sécheresse le grand ennemi des pompiers, ce vent. Le SDIS de Gironde indique ce matin qu'il y a moins de foyers d'incendie actifs dans les zones sinistrées. Mais tout peut changer d'un instant à l'autre. Les pompiers le savent, le vent peut se lever soudainement. Le gros de la lutte se joue en ce moment entre Marcheprime et Pierroton à l'est de Bordeaux, où des centaines de pompiers sont en opération. L'incendie est encore loin, très loin d'être fixé. Et les jours à venir s'annoncent périlleux avec un retour de la chaleur. 34 degrés demain, 35 mercredi contre 24 aujourd'hui, accompagné dans les prochains jours d'un vent sec susceptible de faire repartir le feu dans les zones sinistrées. Si on ne le voit pas toujours, les foyers couvent sous terre. Alors pour prévenir les reprises, il s'agit d'établir des pare-feux en retournant la terre pour bloquer la route des flammes et éviter qu'elle ne se propage à de nouvelles zones. Dans les secteurs sinistrés, ce sont plus de 240 maisons qui ont été détruites depuis mercredi, une centaine rien que dans le village du Porge, au nord du Cap Ferré. Pour les 220 000 personnes évacuées, l'heure n'est pas encore au retour, ni dans le secteur de l'agglomération bordelaise, ni dans celui du bassin d'Arcachon. Un début de semaine difficile aussi pour les 13 000 entreprises qui se trouvent dans ces zones évacuées. Merci Wilfried De Villers. On vous retrouve tout au long de la journée, évidemment, pour évoquer ces incendies en Gironde. Et cet incendie titanesque a contraint les autorités à évacuer de nombreuses communes. Oui, 220 000 personnes, habitants ou vacanciers, ont dû quitter leur logement ou leur camping. 240 habitations ont été détruites. Beaucoup de sinistrés ont trouvé refuge au parc des expositions de Bordeaux. Et Ben Youssef Sudarovic, envoyé spécial d'Europe 1 en Gironde, a rencontré Françoise. Elle a 85 ans. Elle a dû quitter sa maison située à Saint-Aubin du Médoc dans la nuit de jeudi à vendredi. Françoise, vous allez l'entendre, est épuisée. On est complètement anéantis, fatigués, et on nous dit tous les jours que c'est pas aujourd'hui qu'on part, c'est demain, et ainsi de suite. Donc ça peut durer encore peut-être toute la semaine, on ne sait pas. Donc c'est fatigant, c'est stressant, c'est les nerfs surtout qu'on prend sur soi, c'est vrai. On est là, on attend, c'est très long. Voilà, heureusement on est un groupe là de Saint-Aubin et on s'est retrouvés, ça fait que le temps passe plus vite. On essaie de rigoler un peu, c'est sûr. Et l'organisation, depuis qu'on est là, c'est super. Il n'y a rien à dire, les bénévoles sont super gentils, on mange trop d'ailleurs. J'ai dit quand on va ressortir de là, on va avoir des kilos en trop, je pense. Bon, il faut le prendre comme ça, oui, c'est sûr. Mais bon, on voudrait vraiment que ça s'arrête, quoi. Et la qualité de l'air en Gironde est extrêmement mauvaise. On en parlera avec le professeur Bruno Megarban, chef de service de réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. Dans les Landes, 3600 hectares ont brûlé, 30 000 personnes ont été évacuées, dont 8 000 qui viennent de rentrer dans leur logement. Et puis dans le Var, à Ponteves, Cotignac, Barjol, Correns, 4100 hectares ont brûlé. La lutte se poursuit, 1000 pompiers sur le terrain. Il y a encore des foyers actifs puisque le combat se poursuit. À quelques kilomètres de ce feu sur la commune de Varagès, 3 départs de feu simultanés ont été constatés. Le préfet du Var s'est mis en colère et parle d'un acte inadmissible. Une enquête est en cours. Et puis toujours dans le Var, 2 personnes, un majeur et un mineur, seront déférés au parquet cet après-midi dans le cadre de 2 procédures distinctes pour incendie volontaire. Et Emmanuel Macron a présidé une cellule interministérielle de crise sur les feux. Oui, depuis ce matin, l'exécutif multiplie les réunions. Alexis de la Fontaine, l'objectif est de montrer que le gouvernement reste pleinement mobilisé. Oui, en ce moment se tient toujours le dernier conseil des ministres avant la pause estivale, présidé par Emmanuel Macron et évidemment consacré aux incendies. Une réunion pour trancher les tout derniers arbitrages. Juste avant se tenait place Beauvau une cellule interministérielle de crise pour faire le point sur la situation en Gironde et partout en France. Mais dès ce matin, à 9h, le volet économique était au cœur des discussions. Le ministre Roland Lescure et Serge Papin ont réuni une cellule de crise à Bercy. Objectif, anticiper les conséquences financières du désastre pour les habitants, les commerçants et les agriculteurs. Et à l'issue, 2 annonces majeures. D'abord, la déclaration des sinistres.
toutes les compagnies d'assurance se sont mises d'accord pour que ce délai soit porté au minimum jusqu'au 31 août. Donc j'allais dire pas de panique. Autre annonce très importante. L'ensemble des assureurs français se sont engagés à ce que toutes celles et ceux qui sont déplacés puissent voir leurs frais de relogement remboursés suivant les termes du contrat, que leur résidence soit endommagée ou non. En multipliant ainsi les cellules de crise, le gouvernement tente d'afficher une réponse à la fois sécuritaire et économique. Reste à savoir si cette mobilisation suffira à éteindre l'incendie politique. Alexis de la Fontaine, merci. L'Espagne également touchée par un orage de feu. 75 000 personnes ont été évacuées près de Madrid. C'est l'incendie le plus important de l'histoire du pays. Et puis cette information qui vient de nous parvenir à l'instant. 3 blessés à Paris, porte de Clichy, dans une attaque au couteau. L'auteur présumé de cette attaque a été en Allemagne. L'homme suspecté d'une attaque meurtrière contre une Gay Pride à Berlin a été tué par la police. L'auteur présumé de cet attentat et de cette attaque à la voiture bélier à l'arme blanche samedi près de la porte de Brandebourg a été retrouvé par les forces de l'ordre. Il a été abattu hier. L'homme avait un lourd passé judiciaire et serait un partisan de Daesh. Cet attentat fait une victime, une femme, et 29 blessés. Aux États-Unis, une fusillade fait 3 morts et au moins 4 blessés, dont un enfant. Les tirs ont eu lieu à Seattle, proche de la célèbre tour Space Needle, célèbre tour d'observation construite pour l'exposition universelle de 1962. Un suspect a été arrêté. L'État islamique s'appuie désormais sur l'intelligence artificielle. Oui, de plus en plus de groupes djihadistes utilisent l'IA pour préparer et mener leurs attaques. C'est ce que révèle une étude de la très prestigieuse université de Cambridge. Des terroristes de Boko Haram se servent de cet outil et forment leurs combattants en s'appuyant sur l'IA. Antoine Bienvaux. Oui, ces dernières années, les groupes terroristes, notamment l'État islamique, ont composé un large réseau de formateurs, des spécialistes de l'IA venus du monde entier et déployés sur le terrain pour former les troupes islamistes. Des membres de Boko Haram décrivent ainsi des séances avec diapositives et projecteurs pour apprendre à maîtriser l'IA. Grâce à ces connaissances nouvelles, ils affirment par exemple avoir réussi à débloquer certaines armes étrangères en les nettoyant avec du diesel sur conseil de l'intelligence artificielle. ChatGPT, Grok ou Gemini auraient aussi enseigné aux djihadistes de Boko Haram à fabriquer de nouveaux types d'explosifs plus efficaces au combat. Le rapport cite enfin l'exemple de ces terroristes qui, grâce à l'IA, ont appris à franchir un fossé à moto façon film américain pour attaquer une base militaire au Nigeria. Déjà utilisés pour parfaire leur propagande, les groupes islamistes transforment donc l'IA en un outil opérationnel avec ce mantra martelé dans les rangs de Boko Haram. Allah nous a aidés, l'IA nous aidera aussi. Antoine Bienvaux du service reportage d'Europe 1. Au Moyen-Orient, Donald Trump veut laisser une chance à la diplomatie. Oui, depuis vendredi soir, les Américains ne bombardent plus l'Iran. Après 2 semaines de frappes sans précédent depuis le cessez-le-feu d'avril, le gouvernement américain a donc changé de stratégie. Donald Trump veut laisser place aux négociations, mais le président des États-Unis continue de menacer la République islamique et garde toutes les options sur la table, indique l'ambassadeur américain à l'ONU. Conséquence, les cours du pétrole s'affichent en forte baisse ce lundi. Le cours du Brent cède près de 5% et se négocie autour de $92 le baril. Cette guerre en Iran a des conséquences pour les consommateurs. Hausse des tarifs du carburant et sur les étals. Les fruits et légumes ont vu leur prix grimper en flèche d'après l'association Famille Rurale. Certains fruits et légumes ont augmenté de manière spectaculaire en 2026. Le tarif des courgettes, par exemple, a augmenté de 32%. Et évidemment, dans les rayons, les Français font la grimace. Reportage Romy Azoulay. 8 € le kilo de tomates, 3 € celui de courgettes. Dans ce supermarché, les prix font fuir les clients. Je peux plus, non. C'est trop cher, c'est pas possible. 5 fruits et légumes par jour, une recommandation hors budget pour Claudia, mère de famille. Justement, à la place, on achète des fruits et des légumes en conserve. C'est moins bon, il y a moins de vitamines, mais on fait comme on peut, quoi. Plus loin dans les rayons, Suzy, retraitée, glisse une pastèque dans son chariot. Pas question de sacrifier son alimentation, mais au détriment d'autres plaisirs. Je vais plus autant qu'avant au restaurant, et même au niveau vêtements. En quelques années, son budget course a flambé. Avant, j'achetais du bio, et là, je peux plus. C'est hors de prix. Ça passe du simple au double. Quand je fais mon plein, il y a une différence au moins de 20 €. En plus, la qualité n'est pas du tout la même. Sac à la main, Gildas ressort du magasin, indigné par les prix. On gagne pas plus d'argent qu'avant, mais par contre, notre pouvoir d'achat, il baisse. La réalité, c'est qu'un jour, un ministre sort de sa voiture et aille faire proprement ses courses avec un salaire de smicard. Et là, on va voir. Alors pour alléger la facture, certains se tournent vers des paniers d'invendus proposés par des applications anti-gaspillage.
Et du cyclisme avec le sacre de Tadej Pogačar. L'ogre slovène a triomphé en jaune sur les Champs-Élysées. Pogačar remporte son 5e Tour de France. Le talentueux cycliste de 27 ans entre un peu plus dans la légende. Il rejoint Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain dans le club des 5 des quintuples vainqueurs de la Grande Boucle. Et la relève est donc assurée puisque Paul Sexas, qui disputait son premier Tour de France, a terminé à la 4e place. Le Français a battu un record de précocité, Axel May. À 19 ans, 10 mois et 2 jours, Paul Sexas, visage à peine sorti de l'adolescence, est devenu hier le plus jeune coureur de l'histoire à terminer le Tour de France dans le top 5. Forcément, il y a beaucoup de satisfaction. Je suis très content de ce qu'a fait l'équipe déjà. Ils ont été énormes et voilà, aujourd'hui je suis 4e, je suis très content d'être là et je pense que beaucoup le sont aussi. Depuis ses premiers coups de pédale chez les professionnels l'an dernier, Paul Sexas continue donc à surprendre. Mais attention à ne pas voir le jeune Lyonnais plus fort qu'il n'est déjà. Il faut de la patience, prévient le Britannique Chris Froome, 4 fois vainqueur du Tour. À mon avis, il gagnera le Tour en quelques ans, mais pas chance. Il a 19 ans, il est ici que pour prendre de l'expérience et pour vivre le Tour de France pour la première fois. Paul Sexas a prévu de revenir à la compétition en septembre au Canada et de disputer les Grands Prix de Québec et de Montréal. Montréal qui accueillera ensuite les Championnats du monde où il aura, là encore, de grandes ambitions. Axel May pour Europe 1. Et puis du football, plus d'une semaine après la Coupe du Monde, Kylian Mbappé a publié une lettre aux Français. Oui, le capitaine des Bleus s'est offert un espace publicitaire dans plusieurs journaux. Mbappé est venu remercier le public français. Je cite « Vous ne m'avez jamais lâché, même dans les moments les plus durs ». L'attaquant de 27 ans remercie également Didier Deschamps. Et demain, Zinedine Zidane devrait être intronisé sélectionneur de l'équipe de France. Je vous rappelle l'information qui nous parvenait au cours de ce journal. L'auteur présumé d'une attaque au couteau a fait 3 blessés dans le centre de Paris, porte de Clichy. Cet auteur donc a été arrêté et présumé bien sûr arrêté. Il y a donc 3 blessés et on y reviendra tout au long de ce journal de cette édition du 13-14 sur Europe.